Si j'avais vraiment dormi cette nuit-là, je me serais peut-être réveillée dans la maison d'un inconnu. Ou je ne me serais pas réveillée du tout. Je m'appelle Grace, et j'ai 60 ans. J'ai vécu la faim, les chagrins d'amour, et le veuvage. Mais rien ne m'avait préparé au jour où ma propre fille a tenté de me faire taire avec un somnifère. C'était une soirée tranquille. Le genre qui vous fait apprécier la paix. Jusqu'à ce qu'elle se transforme en piège. Ma fille, Ella, est entrée dans ma chambre avec un plateau, souriant comme un ange. « C'est l'heure du thé, maman, dit-elle. Mon mélange préféré gingembre-citron. Toujours préparé avec amour. » C'est ce que je croyais. J'ai tendu la main vers la tasse, et juste avant de prendre une gorgée, je l'ai remarqué. Quelque chose de trouble. Tourbillonnant lentement comme un fantôme dans l'eau chaude. J'ai hésité. « Tout va bien, maman ?» a-t-elle demandé, trop rapidement. J'ai souri. « Oui, ma chérie. » Je réfléchissais juste. Mais dans mon cœur, les signaux d'alarme retentissaient. Ce n'était pas du thé au gingembre. Pas ce soir. Quelque chose était différent. Étrange. Mauvais. Et à ce moment-là, quelque chose en moi a murmuré. Fais semblant de le boire. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait semblant de boire une gorgée, j'ai souri comme si tout allait bien, et je l'ai remerciée. Elle a quitté la pièce, et j'ai attendu. Attendu, le cœur battant plus fort que le tonnerre. Exactement 20 minutes plus tard, elle est revenue. Sur la pointe des pieds. J'ai entendu la porte se fermer doucement. Puis une autre voix. Une voix d'homme. Elle est assommée, a-t-il chuchoté. Oui, a dit Ella. Je lui ai donné les pilules. Des pilules? Pas une. Des pilules. Je me suis figée dans mon lit, les yeux fermés, respirant lentement, comme quelqu'un en sommeil profond. Mais mes oreilles étaient grand ouvertes. Ils ont commencé à ouvrir mes tiroirs. Elle garde tous les documents de la maison ici, a chuchoté Ella. Aide-moi juste à trouver les papiers de propriété et les détails bancaires. L'homme qui qu'il soit semblait impatient. Pourquoi ne pas la faire signer tout maintenant? A-t-il demandé. Elle est têtue, a répondu Ella. Mais je vais la faire céder. J'ai juste besoin de temps. L'avocat a dit qu'une fois que je deviens copropriétaire, elle peut être déplacée. Déplacée où? Dans une maison de retraite, dit-elle froidement. Ou quelque part de petit. Peu m'importe. J'ai juste besoin que cette maison soit à mon nom. J'ai senti mon âme quitter mon corps. Ma propre fille. La même fille que j'ai portée pendant 9 mois. L'enfant que j'ai élevé de mes mains tremblantes après la mort de son père. La même fille qui m'a tenu la main pendant la maladie. Planifier maintenant de me jeter comme de la nourriture périmée? J'ai retenu mes larmes. Si une seule goutte était tombée, ils auraient su que j'étais éveillée. Ils ont pris des photos de documents, chuchoté encore un peu, puis se sont glissés dehors à nouveau. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai fixé le plafond jusqu'au matin, la poitrine serrée d'une douleur que je ne peux expliquer. Le lendemain matin, j'ai préparé le petit déjeuner. J'ai préparé son plat préféré, une bouillie d'igname avec du piment frais. Elle s'est assise, faisant défiler son téléphone comme si rien ne s'était passé. « Bonjour, maman, dit-elle joyeusement. J'ai regardé son visage, si calme, si audacieux. Et j'ai souri. « Bonjour, mon enfant. » Mais quelque chose en moi s'est brisé. J'ai appelé mon avocat cet après-midi. Monsieur Drew. Un vieil ami de l'église. Je lui ai tout raconté, les larmes aux yeux, la voix tremblante. Il est venu immédiatement. Nous avons réécrit le testament. Déplacé mes économies. Mis mes documents en lieu sûr. Ce soir-là, Ella est revenue avec du thé. Même tasse. Même sourire. Maman, tu n'as pas fini celui d'hier. Je n'avais pas très soif, ai-je répondu, observant son visage. Elle m'a donné une nouvelle tasse. Je l'ai prise. Je l'ai tenue. Puis j'ai dit, Ella, que ferais-tu si je disparaissais soudainement? Elle a cligné des yeux. Quel genre de question est-ce? Réponds-moi simplement, ai-je dit. Elle a hésité. Je pleurerais, a-t-elle dit. Tu es tout ce que j'ai. J'ai regardé dans ses yeux pendant longtemps. Puis j'ai doucement reposé le thé sur le plateau sans boire. Elle a froncé les sourcils. Tu n'en veux pas? Non, ai-je dit doucement. Je ne veux pas dormir ce soir, parce que la dernière fois que j'ai failli le faire, je t'ai entendu comploter pour me mettre dans une maison de retraite. Ses mains se sont figées. Maman, qu'est-ce que tu racontes?
J'ai tout entendu, et là. Chaque mot. Sa bouche s'est ouverte. Son visage est devenu pâle. Maman, s'il te plaît, ce n'est pas ce que tu crois, je n'étais pas, je voulais juste. Je me suis levée lentement de la chaise. Je t'aurais tout donné, et là. Volontairement. La maison. Le terrain. Mon cœur. Mais maintenant, je vois que tu ne m'as jamais vraiment voulu. Tu voulais juste ce que j'avais. Elle est tombée à genoux. Des larmes. Maman, je suis désolée. C'était Marcus, il n'arrêtait pas de dire que je gâchais ma vie ici, il disait que je devais réclamer ce qui est à moi. Ce qui est à toi, ai-je dit calmement. Cette vie que j'ai construite? Ce toit que j'ai souffert pour garder au-dessus de nos têtes. Elle sanglotait bruyamment. Le genre de sanglot qui pourrait déplacer des montagnes. Mais pas ce soir. J'en avais assez entendu. Je me suis retournée et je suis sortie. Et alors que je m'engageais dans le couloir, je l'ai entendu chuchoter derrière moi. Peut-être que je ne suis pas la fille que tu croyais que j'étais. Le lendemain matin, des larmes d'Ella. Je nettoyais un vieux tiroir dans ma chambre quand je suis tombée sur quelque chose d'inattendu. Un album photo. Un que nous n'avions pas ouvert depuis des années. Quelque chose m'a dit de le feuilleter, peut-être par douleur, ou curiosité, ou les deux. Et c'était là. Glissé entre les pages d'une photo de sa remise de diplôme, une lettre. Vieille. Pliée. Déchirée sur les bords. Mais toujours scellée. Je l'ai ouverte. Et mon cœur a coulé en lisant la première ligne. Chère Ella, voici le nom et l'adresse de la femme qui m'a dit que ta mère a ruiné ma vie. Ce n'était pas mon écriture. C'était celle de son défunt père. Les larmes me brûlaient instantanément les yeux. Il a écrit ça? À Ella? J'ai continué à lire. Mes mains tremblaient. Grace et moi n'étions pas faits pour être ensemble. Elle m'a forcé à l'épouser quand elle est tombée enceinte. J'aimais quelqu'un d'autre. Depuis toujours. Je voulais partir, mais elle a utilisé cette grossesse pour me piéger. J'espère qu'un jour, tu comprendras pourquoi je ne suis pas là. Je suis désolée pour tout. Papa. J'ai laissé tomber la lettre. La pièce a tourné un moment. Il a écrit ceci. Avant de mourir? Pas étonnant qu'elle ait changé après son décès. Pas étonnant qu'elle ait commencé à poser des questions. Soit devenue froide, distante. Elle a trouvé ceci. Et peut-être que dans sa douleur, elle a fait de moi l'ennemi. Je ne pouvais pas respirer. Je ne pouvais même pas pleurer. Je restais juste assise là, serrant la lettre, ressentant une douleur pire que n'importe quelle maladie. Cet après-midi-là, j'ai appelé Ella dans la chambre. Elle est entrée lentement, les yeux rouges et gonflés. « Tu voulais me parler ?» a-t-elle demandé. Je lui ai tendu la lettre silencieuse. Ses yeux se sont écarquillés dès qu'elle l'a vue. « Maman, où as-tu trouvé ça ?»« Dans l'album. » Sa bouche s'est serrée. « J'avais 16 ans quand je l'ai lu, dit-elle doucement. Je ne te l'ai jamais dit. Je pensais que tu savais. Je ne savais pas, ai-je répondu. Mais maintenant je comprends. Tu ne comprends pas, a-t-elle répliqué. Sa voix s'est brisée. Tu ne sais pas ce que c'est que de trouver une lettre de ton père mort qui te traite d'erreur. J'ai senti une boule dans ma gorge. Je ne l'ai pas piégé, ai-je dit. Il m'a demandé de te garder. Nous n'étions pas parfaits, mais je ne l'ai jamais forcé. Elle a essuyé ses larmes. Alors pourquoi ne m'as-tu pas dit qu'il te détestait? Parce que je ne voulais pas que tu grandisses en me détestant aussi. Elle a détourné le regard. Je ne te détestais pas au début, dit-elle. Mais après avoir lu cette lettre, quelque chose en moi a changé. Marcus n'est arrivé que plus tard. Il m'a dit d'arrêter de perdre mon temps dans une maison construite sur des mensonges. Marcus t'a empoisonné contre moi. Elle a haussé les épaules. Peut-être. Mais je l'ai laissé faire. Silence. Un silence douloureux, lourd. Puis elle a chuchoté. Je ne savais pas à quel point je te faisais mal, maman. Tu ne t'es pas soucié de le savoir, ai-je répondu. Et elle n'avait pas de réponse à cela. Cette nuit-là, elle a fait un petit sac. J'ai besoin de réfléchir, dit-elle. J'ai besoin d'espace. Je ne l'ai pas arrêtée. Laisse-la partir. Laisse-la voir ce que le monde ressent vraiment quand les murs du confort disparaissent. Je me suis assise près de la fenêtre après son départ, regardant les lampadaires clignoter. Et pour la première fois depuis des années, je me sentais à la fois vide et soulagée. Mais juste au moment où j'allais éteindre les lumières, mon téléphone a vibré.
Un numéro inconnu. J'ai décroché. Allô? Une voix profonde a répondu. Est-ce Madame Gress? Oui, qui est-ce? Il y a eu une pause. Puis il a dit, je vous appelle du commissariat de Riverdale. Nous venons de trouver votre fille. Elle était inconsciente dans un bâtiment abandonné avec une note sur sa poitrine. Elle dit, dites à sa mère que ce n'est que le début. Je suis arrivée à l'hôpital en pantoufles. Je ne me souviens même pas si j'ai verrouillé ma porte. J'ai juste couru. L'infirmière au comptoir a jeté un coup d'œil à mon visage et s'est levée immédiatement. Vous êtes la mère. J'ai hoché la tête, essayant de reprendre mon souffle. Elle est stable maintenant. Mais, il y a quelque chose que nous devons vous montrer. Elle m'a conduite dans une pièce calme à côté de la salle. Le genre de pièce où ils emmènent les gens quand les nouvelles sont trop lourdes pour être dites devant une foule. Elle a ouvert un petit sac Ziploc et m'a tendu un morceau de papier plié. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. Et là, de l'écriture même de ma fille, était une lettre courte et lourde. Maman, si tu lis ceci, je n'avais pas prévu de mourir. Je voulais juste la paix. Je suis fatiguée de porter une douleur que je ne comprends pas. Fatiguée de me sentir indésirable dans une maison que je croyais mienne. Marcus m'a fait croire que j'étais un déchet. Je suis désolée d'avoir mis cette pilule dans ton thé. Ce n'était pas pour te nuire. C'était juste pour te faire dormir pendant que je partais. S'il te plaît, ne me déteste pas. Mais s'il m'arrive quelque chose, demande à Marcus à propos d'Evelyn. Demande-lui ce qui lui a fait. Et pourquoi il n'a jamais voulu que je le découvre. Je ne pouvais pas respirer. Evelyn. Qui est Evelyn? Qu'a fait Marcus? Et pourquoi ma fille essayerait-elle de fuir tout? J'ai trébuché en arrière, les larmes troublant ma vision. Maman. Une infirmière a appelé doucement. Vous devriez la voir maintenant. Elle vous demande. Elle avait l'air pâle. Si pâle. Ma fille autrefois vibrante, à la langue acérée, maintenant silencieuse, comme un oiseau brisé sur un lit d'hôpital. Maman, a-t-elle murmuré, à peine audible. Je pensais pouvoir porter la douleur. Mais c'est trop lourd. J'ai tenu sa main. Je ne pouvais même pas parler. Marcus n'est pas celui que je croyais, a-t-elle poursuivi. L'homme que j'appelais mon refuge, était celui qui m'utilisait pour me détruire moi-même. Que veux-tu dire? Ai-je finalement demandé. Ses yeux se sont remplis de larmes. Il a pris mon téléphone la semaine dernière et m'a dit que je n'avais pas le droit de parler à qui que ce soit. Même pas à toi. Je pensais que c'était de l'amour. Il disait que je n'avais personne d'autre que lui. Mais il cachait quelque chose. Il a menti sur son travail, menti sur sa famille, menti sur Evelyn. Qui est Evelyn? Ai-je demandé à nouveau. Elle a détourné la tête. Elle était son ex. Elle est morte. Et ils disent que c'était un suicide. Mais maman, la façon dont il parlait d'elle un jour quand il était ivre, ce n'était pas normal. Il a dit qu'elle le méritait. Des frissons ont parcouru ma peau. Je ne savais pas ce qui me faisait le plus peur, ces mots, ou le fait que ma fille ait failli connaître la même fin. Je suis restée avec elle toute la nuit, tenant ses mains à travers les bips des moniteurs. Au matin, j'avais pris ma décision. J'allais confronter Marcus. Plus tard ce jour-là, pendant qu'elle dormait, je suis allée à notre maison et j'ai fouillé chaque sac qu'il avait laissé derrière lui. C'est alors que je l'ai trouvé. Caché à l'intérieur de la doublure de son vieux sac en cuir brun. Une petite clé USB. Pas d'étiquette. Pas d'étui. Juste là. J'ai couru vers mon vieil ordinateur portable et je l'ai branché. Ce que j'ai vu? Ma main s'est envolée vers ma bouche. Des vidéos. Pas d'Evelyn. Mais de ma fille. Dormant. Pleurant. Changeant de vêtements dans sa chambre. Des dizaines. Des images de caméras cachées. Il l'observait. L'étudiait. La manipulait. Mes genoux ont fléchi. Ce n'était pas un chagrin d'amour. C'était le mal. Et il l'avait amené dans ma maison. Je n'ai pas attendu pour appeler la police. Au moment où ils sont arrivés, Marcus était déjà à la maison. Il se tenait à la porte, choqué. Gress, tu as appelé les flics contre moi. Je n'ai pas répondu. Je me tenais juste derrière les officiers. Ils lui ont montré le mandat. Ils lui ont montré les images. Ils l'ont emmené. Comme ça. Mais pas avant qu'il ne se tourne vers moi et dise quelque chose qui résonne encore dans mes os. Tu aurais dû boire ce thé. Ça t'aurait épargné la douleur.
La police a emmené Marcus menotté, mais la paix n'est pas revenue avec eux. La maison semblait plus vide que jamais. Pas parce que quelqu'un était parti, mais parce que quelque chose s'était brisé. La confiance. L'innocence. La sécurité. Ce même soir, alors que je mettais un drap propre dans la chambre d'Ella, mon téléphone a sonné à nouveau. C'était l'hôpital. Madame Gress, a dit doucement l'infirmière. Nous avons trouvé quelque chose en mettant à jour le dossier de votre fille. Il y a une enveloppe scellée que nous pensons lui appartenir. Elle est sous ses informations médicales. On dirait qu'elle a été gardée là, intentionnellement. Mon cœur a sauté. Puis-je venir la chercher? Ai-je demandé. Elle a fait une pause. En fait, nous pensons que vous devriez la lire ici. Avec elle. Ma poitrine s'est serrée. Je suis arrivée à l'hôpital en moins de 20 minutes. Ella était réveillée, pâle, silencieuse, mais plus calme. L'infirmière lui a remis l'enveloppe, et pendant un moment, nous l'avons juste regardée. Pas de nom sur le devant. Pas d'écriture. Juste scellé. Ella l'a ouverte de ses doigts tremblants. Un document plié en est tombé. Et quand elle l'a ouvert, elle s'est figée. Maman. Sa voix s'est brisée. Qu'est-ce que c'est? Je me suis penchée. Rapport ADN. Le nom d'Ella. Et le nom d'un homme que je ne reconnaissais pas. Sous le résultat, en gras noir. Probabilité de paternité, 0,00%. Non, non, non. A-t-elle murmuré. Qu'est-ce que c'est? Ai-je demandé, mes mains tremblant déjà. Elle me l'a passé, pleurant toujours. Et puis, dans le coin inférieur, je l'ai vu. Une note attachée au test avec un trombone. Écrite de l'écriture de l'hôpital. Apportée par Marcus Daniels lors d'une visite d'urgence. A dit que c'était crucial pour le profil médical d'Ella. J'ai senti que mon cœur s'arrêtait. Marcus? C'est lui qui leur a donné ça? Quand a-t-il fait faire ça? Ai-je demandé. Ella avait l'air brisé. L'année dernière. Je me souviens que j'ai eu une crise de panique. Il m'a emmené d'urgence dans une clinique. Il a dit qu'il s'occupait de tout. Je ne savais même pas qu'il leur avait donné quelque chose de personnel. J'ai tenu le papier comme s'il était brûlant. Un mensonge ou la vérité? Je n'avais aucune idée d'où venait ce rapport, ou pourquoi il avait accès à de telles informations. Mais une chose était claire, il voulait briser son esprit. Et si c'était un mensonge? Cela a presque marché. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je me suis assise à côté du lit d'hôpital d'Ella, la regardant essayer de se reposer tout en luttant contre les larmes dans son sommeil. Puis je me suis souvenue de quelque chose. Quand elle avait 12 ans, elle avait eu besoin d'une transfusion sanguine. Son père n'était pas là à ce moment-là. Je lui ai donné mon sang. Si ce rapport ADN était vrai, n'aurait-il pas remarqué quelque chose d'étrange à ce moment-là? Je me suis précipitée à la maison le matin et suis allée directement au vieux coffre-fort où je gardais tous ces dossiers hospitaliers. J'ai fouillé dans les papiers comme une folle. Et c'était là. Dossier d'urgence 2008, correspondance sanguine mère, Grace Daniels, correspondance exacte. J'ai poussé un cri que je ne savais pas être en moi. Ce test ADN? Un mensonge complet. Marcus l'avait falsifié. Pourquoi? Pourquoi voudrait-il lui faire croire qu'elle ne m'appartenait pas? Quel était le but final? C'est alors que la vraie peur s'est insinuée. Et si ce n'était pas à propos de moi? Et si c'était à propos de quelque chose de plus grand? Je me suis précipitée à l'hôpital avec le dossier original. Montré à l'infirmière. Montré à Ella. Elle l'a tenu avec des mains tremblantes, les larmes coulant. Je suis désolée, a-t-elle murmuré. Je suis tellement désolée. J'ai cru tout ce qu'il disait. Chaque mensonge. Je n'ai rien remis en question. Je t'ai juste détesté parce que je pensais qu'il était le seul à me dire la vérité. J'ai pris son visage entre mes mains. Tu es ma fille, ai-je dit. Et je mourrais pour le prouver. Elle a sangloté comme une enfant. Et je l'ai tenue comme si elle avait encore 5 ans, courant vers moi après être tombée. Mais juste au moment où la paix commençait à revenir. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un numéro bloqué. J'ai répondu. Une voix rauque a dit. Tu penses que Marcus a agi seul? Je me suis figée. Qui est-ce? La ligne a été coupée. C'était un samedi matin. Le ciel était clair. Les oiseaux chantaient. Mais il y avait quelque chose d'étrange dans le silence de ma cour.
Trop calme. J'ai ouvert la porte d'entrée pour balayer la véranda et c'est là que je l'ai vue. Une boîte. Brune, poussiéreuse et scellée avec du ruban noir. Pas de nom dessus. Pas de note. Aucun signe de comment elle est arrivée là. J'ai regardé autour. La porte était verrouillée. Personne en vue. Je suis restée là, fixant la boîte comme si elle respirait. Mes mains tremblaient alors que je me penchais pour la ramasser. Elle était plus lourde que prévu. Je l'ai prise à l'intérieur et me suis assise par terre pour l'ouvrir. Au moment où j'ai soulevé le rabat, mon cœur a sauté. Une photographie déchirée. 2 personnes. L'une était là. Souriante. Jeune. Peut-être 16 ans. Et à côté d'elle, un homme. Un homme que je n'avais pas vu depuis 30 ans. Son nom était Desmond. Et il fut un temps, avant qu'Ella n'appelle Marcus son tout. Desmond était le mien. J'ai regardé la photo pendant longtemps, les larmes montant à mes yeux. Que faisait Desmond sur une photo avec ma fille? Ils ne s'étaient jamais rencontrés. Il est parti avant même qu'elle ne soit née. J'ai retourné la photo, espérant des réponses. Juste un message griffonné. Demande-lui la vérité. La vraie vérité. Je suis restée assise là pendant des heures. Figée. Parce que soudain, mon cœur murmurait une question que j'avais enterrée depuis 27 ans. Et si Marcus n'était pas le vrai père d'Ella? Flashback, il y a 27 ans. J'étais jeune, amoureuse et aveugle. Desmond était mon premier amour. Il était gentil, brillant, mais il avait un caractère. Et un passé qui le suivait comme une ombre. Il a eu des ennuis, de mauvaises dettes avec des gens dangereux. Je l'ai supplié de quitter la ville, de rester à l'écart jusqu'à ce qu'il soit en sécurité. Il a disparu après cela. Pas d'appel. Pas de lettre. Rien. J'étais enceinte de 2 mois et seule. Marcus est apparu plus tard, un vieil ami qui m'a aidée pendant ma grossesse. Il m'a soutenue quand j'ai accouché. Finalement, je l'ai épousé. Mais Ella ne lui ressemblait jamais. Ne riait jamais comme lui. N'avait même jamais eu son esprit calme. Maintenant, j'étais là, 60 ans, tenant une photo que je ne pouvais pas expliquer. Ma tête tournait. Comment cette photo pouvait-elle même exister? Desmond était-il revenu? Était-il vivant tout ce temps? Et pourquoi maintenant? Pourquoi après qu'Ella ait presque mis fin à sa vie? Plus tard ce soir-là, j'ai apporté la photo à l'hôpital. Ella était assise, lisant quand je suis entrée. Quelqu'un a laissé ceci à notre porte, ai-je dit doucement. Elle semblait confuse en tenant la photo. Puis ses yeux se sont élargis. Tu le connais? M'a-t-elle demandé. Mon cœur a chuté. Tu l'as déjà vu. Ses lèvres tremblaient. Maman, je ne savais pas comment te le dire. Mais oui. Où? Ai-je murmuré. Elle a baissé les yeux. Il est venu à mon école il y a quelques années. Il a dit qu'il était un ami de la famille. Il m'a donné des bonbons et a dit que je ressemblais exactement à quelqu'un qu'il avait aimé autrefois. J'ai reculé. Personne ne m'a dit. Personne ne m'a même informé qu'il était de retour en ville. J'ai eu l'impression que le sol se dérobait sous moi. Il m'a dit de ne pas te le dire, ajoutait Ella. Il a dit que cela ne ferait qu'empirer les choses. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis restée éveillée, fixant le plafond, essayant de reconstituer le puzzle. Marcus. Desmond. Le somnifère. Le faux résultat ADN. Marcus essayait-il de détruire Ella avant qu'elle ne découvre la vérité? Et si Desmond était vivant? Pourquoi maintenant? Pourquoi envoyer une photo après toutes ces années? Et plus important encore, que voulait-il? Le jour suivant, une autre enveloppe est arrivée. Glissée sous ma porte au milieu de la nuit. À l'intérieur, il y avait une seule ligne. Tu lui as menti toute sa vie. Mais les mensonges reviennent toujours à la maison. Après l'incident de la photo, j'ai attendu. Des jours ont passé. Pas d'appel téléphonique. Pas de message. Plus de boîtes. Mais quelque chose avait changé chez Ella. Elle était plus silencieuse, et plus curieuse. Un après-midi, alors que je cuisinais du riz dans la cuisine, elle est entrée, tenant un morceau de papier. Maman, dit-elle, j'ai trouvé ceci dans l'un des vieux dossiers de Marcus. Je me suis retournée, m'essuyant les mains. Qu'est-ce que c'est? Elle me l'a passé. Un document imprimé, partiellement brûlé sur les bords. En le lisant, ma poitrine s'est serrée. C'était un formulaire d'adoption. Incomplet.
mais avec mon nom signé dessus. Et, le nom d'Ella écrit dans la section enfant. J'ai failli le laisser tomber. Qu'est-ce que c'est? A-t-elle demandé, sa voix se brisant. Ai-je été adoptée? Ma bouche s'est asséchée. J'ai regardé le formulaire comme s'il était empoisonné. Non, ai-je murmuré. Non, tu ne l'as pas été. Ce n'est pas réel. Mais c'est ta signature. J'ai secoué la tête. Ella, je t'ai mise au monde de mes propres mains. J'ai coupé ton cordon. Je t'ai tenue avant tout le monde. Je ne sais pas ce que c'est. Elle m'a interrompu. Il y a plus. Regarde la date. Maman, ce formulaire est daté de 5 mois après ma naissance. C'est alors que ça m'a frappé comme une gifle. Quelqu'un a essayé d'adopter Ella après sa naissance. Mais pourquoi? Et qui? J'ai fouillé le reste des documents, et quelque chose a attiré mon attention. Une autre page attachée derrière le formulaire d'adoption. Une petite note. Paiement final dû lors de la garde complète. Assurez-vous qu'elle ne sait rien. Mes jambes ont cédé. Je me suis assise sur le sol froid. Qu'est-ce que c'est? A demandé Ella encore une fois, pleurant maintenant. Qui payait pour moi? Je voulais dire quelque chose. N'importe quoi. Mais tout ce que je pouvais faire était de fixer le mur et me souvenir. Une nuit, il y a 26 ans. Marcus était entré dans notre chambre avec une enveloppe pleine d'argent. Je venais d'accoucher. Nous étions fauchés. Je lui ai demandé, d'où vient cet argent? Il a dit, un ami a aidé. Je ne l'ai plus jamais questionné. Maintenant, j'aurais aimé l'avoir fait. Plus tard cette nuit-là, je suis retournée à notre vieux coffre de rangement. Celui que Marcus m'avait dit de ne jamais ouvrir. J'ai cassé le verrou avec un marteau et l'ai ouvert. Des lettres. Des reçus. Un petit agenda noir. Et au fond, une clé USB. Je l'ai emporté dans le bureau et l'ai branché sur le vieil ordinateur portable. Un dossier. Pour urgence seulement. À l'intérieur se trouvaient des reçus numérisés. Des virements bancaires d'une femme nommée Clara Whitman. De grosses sommes. Tous les 3 mois. Puis, finalement un fichier vidéo. J'ai cliqué dessus. Et ce que j'ai vu a coupé mon souffle. Marcus. Assis dans une chambre d'hôtel. Regardant la caméra. Il a dit. Au moment où quelqu'un verra ceci, je serai soit parti, soit exposé. Cela n'était jamais censé arriver. Elle ne faisait pas partie de l'accord. Mais une fois que je l'ai vue, je n'ai pas pu la laisser partir. Il s'est frotté le visage durement. Clara a payé pour un bébé. J'étais censé récupérer l'enfant de l'hôpital, falsifier une adoption, et la lui remettre. Mais j'ai menti. J'ai dit à Grace que c'était notre enfant, et je l'ai gardé. Mon cri a déchiré la maison. Il avait volé l'enfant de quelqu'un. Mais qui était Clara? Était-elle la vraie mère d'Ella? Et si oui, était-elle toujours là-bas? Savait-elle qu'Ella était vivante? Mon cœur battait de peur. Je n'avais pas seulement été trompée. J'avais élevé un enfant qui n'avait aucune idée d'où elle venait vraiment. Et maintenant, quelqu'un envoyait des messages. Laissait des photos. Déterrait la vérité. Et si c'était la vengeance de Clara? Et si elle voulait récupérer Ella? Je n'ai pas dormi. Comment aurais-je pu? Ella, ma fille, n'était pas la mienne. Pas par le sang. Mais par amour. Par mémoire. Par tout ce que nous avions partagé. Je suis entrée dans sa chambre cette nuit-là. Elle était déjà réveillée, fixant le plafond. Je t'aime, ai-je dit. Elle s'est tournée vers moi. Je ne sais plus qui je suis, maman. Tu es à moi, ai-je murmuré. Peu importe quoi. Elle a commencé à pleurer. Mais alors que je la tenais, mon téléphone a vibré. Un message d'un numéro privé. Juste 5 mots glaçants. Elle sait. Elle revient. Je crois que vous avez quelque chose qui m'appartient. Ces mots m'ont traversé comme une balle. Elle se tenait là, élégante, calme et froide. Dans une robe noire, sans maquillage, mais le pouvoir émanait d'elle comme un parfum. Ella se tenait derrière moi, confuse. « Qui êtes-vous » ai-je demandé, ma voix tremblante. Elle a légèrement souri. « Clara. Clara Whitman. » Mes oreilles bourdonnaient. J'ai failli m'effondrer. Le nom des documents. Le nom des reçus. Le nom de la vidéo. La vraie mère d'Ella. Ella regardait entre nous. Que se passe-t-il?
Je me suis tournée vers elle lentement, serrant ses mains comme si elles étaient le dernier fil me retenant. Ma chérie, j'ai besoin que tu écoutes. Il y a des années, avant même que je ne sache ce qui se passait, tu as été mise dans mes bras comme la mienne. Mais maintenant, quelqu'un du passé s'est manifesté. Clara a coupé, sa voix ferme mais tranchante. Tu m'as été volée, et là. Non, ai-je murmuré. Ne dis pas ça comme ça. Ce n'était pas moi. Je ne savais pas. Ella a retiré ses mains. Volée? A-t-elle murmuré, sa voix se brisant. Clara a fouillé dans son sac et en a sorti un dossier. Elle l'a tendu à Ella. Ton certificat de naissance. Test ADN. Et une confession signée de Marcus. Je me suis figée. Vous nous avez suivis, ai-je dit. Pendant des années, a répondu Clara. Dès que j'ai retracé Marcus jusqu'à cette ville, j'ai attendu qu'il refasse surface. Quand il est mort, je vous ai retrouvé. Ella a ouvert le dossier de ses doigts tremblants. Et puis silence. Larmes. Confusion. Douleur. J'ai regardé son monde s'effondrer devant moi. Et je ne pouvais pas le réparer. Plus tard cette nuit-là, la maison ressemblait à un cimetière. Ella ne voulait pas me parler. Elle s'est juste enfermée dans sa chambre. Je me suis assise près de la fenêtre, regardant dans l'obscurité, priant pour que le temps recule. Priant pour me réveiller et découvrir que ce n'était qu'un terrible cauchemar. Clara n'était pas partie. Elle a pris un hôtel à proximité. Elle m'a envoyé un texto. Je reviendrai pour sa décision. Le lendemain, Ella est venue dans ma chambre, les yeux rouges. Elle s'est agenouillée à côté de moi. Maman. A-t-elle murmuré. Mon cœur s'est brisé en entendant ce mot. M'aimes-tu? A-t-elle demandé. J'ai tenu son visage. Plus que ma propre vie. Alors dis-moi la vérité, chaque morceau. Alors je l'ai fait. Je lui ai tout dit. Comment Marcus l'avait ramenée à la maison. Comment je l'avais interrogé, mais pas assez. Comment je lui avais fait confiance aveuglément. Comment je pensais qu'elle était vraiment la nôtre. Elle a pleuré tout le temps. Puis a dit quelque chose qui m'a brisé. Tu m'as élevée. Elle m'a peut-être mise au monde, mais c'est toi qui es resté à travers chaque fièvre, chaque chagrin d'amour, chaque rêve. J'ai juste besoin de temps. Mais ce temps n'est jamais venu. Parce que 3 jours plus tard, Clara est revenue avec un avocat. Et une lettre. Elle demandait la garde complète. Même si Ella était adulte. Elle voulait des droits de tutelle. Elle affirmait que je l'avais élevée sous de faux documents et qu'elle avait des motifs pour porter plainte. J'ai supplié. J'ai pleuré. Ella se tenait entre nous, confuse et déchirée. Je ne veux pas quitter maman, a-t-elle pleuré. Mais Clara était venue préparer. Elle a dit calmement. Ella, je vis à Londres. Je dirige 3 entreprises. J'ai tout ce dont tu as besoin. J'ai manqué tes 25 premières années. Je ne manquerai pas le reste. Puis elle a sorti une petite boîte. À l'intérieur, des photos. D'Ella bébé. Des images que je n'avais jamais vues. Clara en a tenu une. C'était toi à 6 mois, avant qu'il ne te prenne de moi. Les yeux d'Ella se sont remplis de larmes. Elle ne savait pas quoi dire. Moi non plus. Cette nuit-là, j'ai trouvé Ella dehors, assise sur les marches dans le froid. Elle avait l'air perdue. Maman, dit-elle, et si j'y allais, juste pour un moment? Peut-être que si je la connais mieux, je comprendrais les choses. Ma gorge brûlait, mais j'ai lentement hoché la tête. Je ne t'arrêterai pas. Mais promets-moi une chose. Elle a levé les yeux. N'oublie pas qui t'a essuyé le nez quand tu étais malade. Qui t'a appris à tresser tes cheveux. Qui est resté éveillé toute la nuit après ton premier chagrin d'amour. Elle a fondu en larmes. Je ne pourrai jamais oublier. Jamais. Nous avons pleuré. Nous nous sommes embrassés. Mais à l'intérieur, je la sentais s'éloigner. Une semaine plus tard, elle est partie avec Clara. Valise emballée. Larmes versées. Mais elle est partie. La maison s'est transformée en silence. Et juste quand je pensais que la douleur ne pouvait pas être pire, j'ai reçu une lettre. De Clara. À l'intérieur se trouvait un document judiciaire. Elle avait déposé une demande pour retirer définitivement mon nom de chaque document légal qui me liait à Ella. Elle voulait m'effacer de son histoire. Comme si je n'avais jamais existé. Juste au moment où Clara pense avoir gagné, un homme mystérieux se présente avec une lettre que Marcus a laissée.
Clara n'était pas non plus sa mère biologique, peut-on y lire. Je l'ai payée pour simuler la naissance. La vraie mère est quelqu'un d'autre. J'ai fixé la lettre dans ma main comme si elle venait de me brûler. Clara n'était pas sa vraie mère non plus. Je l'ai payée pour simuler la naissance. La vraie mère est quelqu'un d'autre, enfouie plus profondément dans le mensonge. Les mots se sont brouillés à travers mes larmes. Mon cœur battait comme des tambours de guerre dans ma poitrine. Qui a écrit ceci? Qui était la vraie mère? Et pourquoi maintenant? Au bas de la lettre était écrit un nom à l'encre décolorée. De Marcus. Je ne pouvais pas respirer. Je me suis précipitée vers la cuisine, serrant la lettre. Mes mains tremblaient tellement que le verre a glissé de ma prise et s'est brisé sur le sol. Et là, elle était partie vivre avec une femme qui n'était même pas sa vraie mère. Clara m'avait traînée dans la poussière, écrasée au tribunal, retourné mon enfant contre moi, pourtant elle n'était même pas sûre d'être la vraie mère? J'ai saisi mon téléphone et composé le numéro sur l'enveloppe. Il a sonné une fois. 2 fois. Et puis, une voix masculine, âgée et rauque, a répondu. J'attendais votre appel. Je me suis figée. Qui est-ce? Ai-je demandé. Je suis celui à qui Marcus a confié la vérité, mais seulement après sa mort. Je me suis effondrée dans la chaise. Pourquoi maintenant? Ai-je murmuré. Parce que vous méritez de savoir, a-t-il dit. Et parce que Clara n'est pas la méchante ici. Elle n'est qu'une autre pièce, d'une histoire que Marcus a commencée. Il a accepté de me rencontrer. J'ai pris le dernier argent que j'avais et j'ai traversé la ville jusqu'à une petite maison poussiéreuse où un homme mince, dans la soixantaine, m'a accueilli. Il m'a remis une boîte. À l'intérieur? Une cassette vidéo. Et une clé USB. Regardez-la, a-t-il dit. Je suis rentrée chez moi. J'ai verrouillé mes portes. Je me suis assise avec des mains tremblantes et j'ai branché la clé USB. Le visage de Marcus est apparu. Pas l'homme que je connaissais, l'homme que j'aimais, mais une version plus âgée. Le regret marquait chaque ligne de son visage. Si vous regardez ceci, cela signifie que je suis mort. Et cela signifie que la vérité m'a rattrapé. Je me suis penchée en avant. Ella n'a jamais été à nous. Mais Clara n'est pas sa mère non plus. Il y a des années, on m'a payé pour falsifier les documents d'un bébé. Payé pour la remettre à une femme riche qui ne pouvait pas concevoir. Cette femme était Clara. Mais ensuite elle s'est retirée au dernier moment. Alors j'ai ramené le bébé à la maison. À toi. J'ai haleté. Tu ne le savais pas. Tu l'as aimé sincèrement. Tu l'as élevé avec plus de cœur que je ne l'ai jamais fait. Mais maintenant que je suis partie, je sais que quelqu'un viendra la chercher. Tu dois trouver la vraie mère. Son nom est Sarah. Mon cœur s'est arrêté. Sarah? Qui était Sarah? Pourquoi Clara était-elle si confiante si elle n'était pas la mère? Je me suis soudain souvenu de quelque chose. Quelque chose de si petit que j'avais oublié. Ce jour-là, Clara a montré des photos de bébés, l'une d'elles avait une date différente griffonnée derrière. Une date après la naissance supposée d'Ella. Je pensais que c'était juste une erreur. Maintenant je savais, c'était un mensonge. J'ai pris mon téléphone et composé le numéro d'Ella. Elle n'a pas répondu. J'ai appelé à nouveau. Et encore. Finalement, elle a décroché. Sa voix était calme. Maman. Mes yeux se sont remplis de larmes. S'il te plaît. Écoute. J'ai la preuve que Clara n'est pas ta mère biologique. S'il te plaît, rentre à la maison. S'il te plaît. Silence. Puis elle a murmuré. Elle agit étrangement. Elle verrouille toujours son tiroir. Et je l'ai vue brûler des papiers hier. Quel papier? Ai-je demandé. Je ne sais pas. Mais maman, quelque chose ne va pas. Je ne me sens pas comme si j'appartenais ici. Ma gorge s'est serrée. Je t'enverrai un billet. Reviens à la maison, bébé. Nous trouverons la vérité ensemble. Elle a hésité. Puis a dit doucement, d'accord. Mais cette nuit-là, alors qu'elle se préparait à embarquer dans son avion, j'ai reçu un autre appel. Un numéro bloqué. Quand j'ai répondu, une voix féminine froide a sifflé. Vous auriez dû laisser les choses tranquilles. La ligne a été coupée. Mon cœur a coulé. Clara la surveillait elle? Le lendemain matin, l'aéroport m'a appelé. Mon téléphone a glissé de mes doigts. Mon cœur s'est brisé en morceaux. Votre fille a été trouvée inconsciente dans les toilettes. Elle s'était évanouie.
Nous avons trouvé des résidus de sédatifs dans sa gourde de thé. La même chose qu'elle m'avait donnée une fois. Une étrange vague de douleur et de peur m'a traversée. L'histoire se répétait-elle? Qui lui avait donné cette gourde? Comment Clara savait-elle qu'elle partait? Quelqu'un d'autre nous observait-il? Alors que je me précipitais à l'hôpital, une chose est devenue claire. Il y avait quelqu'un d'autre dans l'ombre. Quelqu'un de plus dangereux que Clara. Quelqu'un qui tirait les ficelles avant même que l'une d'entre nous ne sache que le jeu avait commencé. Et cette personne ne voulait pas qu'Ella connaisse la vérité. Pendant qu'Ella lutte pour sa vie, une femme entre dans l'hôpital, et se fige quand elle voit le visage d'Ella. Cette tache de naissance, murmure-t-elle. J'ai donné naissance à un enfant avec cette même marque. Mais ils m'ont dit que mon bébé était mort il y a 25 ans. L'hôpital sentait l'antiseptique et le chagrin. J'ai couru dans le couloir comme une folle, mon foulard à moitié tombant de mon épaule, les larmes aveuglant ma vision. Où est ma fille? Où est Ella? Ai-je crié au bureau des infirmières. Elles ont pointé. Chambre 203. J'ai ouvert la porte et elle était là, mon enfant, mon battement de cœur, ma raison de me réveiller chaque jour, allongée inconsciente avec une perfusion à la main. Je me suis effondrée à côté d'elle. Ses lèvres étaient pâles. Ses yeux clignotaient doucement mais ne s'ouvraient pas. Elle avait l'air faible, vulnérable, perdue, comme le premier jour où je l'ai tenue dans mes bras. Mais alors que je pleurais, je l'ai entendue. Le son de pas doux. Puis un murmure derrière moi. Cette tache de naissance sur son cou, c'est la sienne. Je me suis retournée lentement. Une femme dans la cinquantaine se tenait à la porte, le visage pâle, les lèvres tremblantes, les yeux fixés sur ma fille comme si elle avait vu un fantôme. Je connais cette marque, dit-elle, sa main sur sa bouche. Mon cœur a commencé à s'emballer. Qui êtes-vous? Ai-je demandé, essuyant mes larmes. Elle est entrée lentement. Presque comme si son corps avançait avant son esprit. Ils m'ont dit que mon bébé était mort il y a 25 ans, dit-elle, sa voix se brisant. Mais cette marque. Cette petite marque en forme de cœur juste sous son oreille gauche. Un seul bébé avait ça. Je me suis levée. Figée. Que dites-vous? Ai-je murmuré. Elle m'a regardé. Les yeux pleins de larmes. Mais pleins de vérité aussi. Je pense que votre fille pourrait être la mienne. J'ai reculé en chancelant. Quel est votre nom? Ai-je demandé, essoufflée. Elle a avalé difficilement. Sarah. Sarah. Le nom de la confession de Marcus. Mes mains ont commencé à trembler. Je dois vous demander de partir, ai-je dit, doucement mais fermement. Elle a tressailli. Je voulais juste. S'il vous plaît, ai-je répété, étouffant ma voix. J'ai besoin d'être seule avec elle. Elle est partie tranquillement. Et je me suis effondrée sur le sol à côté d'Ella. Combien de mères ma fille a-t-elle? Combien de mensonges ont été murmurés autour de sa vie comme des berceuses? J'ai pris sa main et j'ai pleuré dans sa paume. Je me fiche de qui t'a mise au monde, ai-je dit à travers mes larmes. Tu es la mienne, Ella. Je t'ai élevée. Je suis restée quand tout le monde est parti. Je resterai encore. Même si le monde entier s'en va à nouveau. 2 heures plus tard, Ella a bougé. Ses yeux se sont ouverts lentement. Maman? Je l'ai serrée contre moi et j'ai sangloté. Tu es en sécurité. Tu es à la maison. Elle avait l'air confuse, faible. Où est Clara? J'ai avalé la boule dans ma gorge. Elle ne vient pas, ai-je dit. Tu es avec la seule personne qui t'ait jamais vraiment aimé. Elle a cligné des yeux, les lèvres tremblantes. Je ne me souviens pas de grand-chose. Mais je pense qu'elle savait que je partais. Je pense qu'elle a trafiqué ma gourde. J'ai hoché la tête. Et juste avant que je puisse parler à nouveau, la porte a grincé. L'infirmière est entrée. Madame, il y a une femme qui insiste pour parler à votre fille. Elle dit qu'elle est sa vraie mère. La tête d'Ella s'est tournée lentement vers moi. De quoi parle-t-elle? Je me suis figée. Puis je lui ai tout raconté. La clé USB. Le message de Marcus. La tache de naissance. Les somnifères. Les mensonges de Clara. L'apparition soudaine de Sarah. Chaque petit morceau. Des larmes coulaient sur ses joues. Mais elle n'a pas crié. Elle n'a pas parlé. Elle est juste restée immobile. Les yeux grands ouverts. Perdue dans une tempête qu'elle n'avait jamais demandé à traverser. Finalement, elle a dit,
Je veux la rencontrer. Nous avons fait entrer Sarah. La pièce est devenue silencieuse. Les deux femmes se sont regardées. Et quelque chose d'étrange s'est produit. Ella a commencé à pleurer. Pas de douleur, mais d'une étrange douleur qu'elle ne pouvait pas décrire. Sarah s'est approchée, tendant doucement la main. Tu ne me connais peut-être pas, Ella. Mais j'ai rêvé de ce jour pendant 25 ans. Ils m'ont dit que tu étais morte. Ils t'ont arraché de mes bras. J'ai supplié, j'ai saigné, mais ils ont signé des papiers et ont dit qu'il était trop tard. Ella a murmuré. Comment puis-je savoir que ce n'est pas un autre mensonge? Sarah a ouvert son médaillon et en a sorti une vieille photo. Un bébé, enveloppé dans une couverture rose, avec cette même tache de naissance exacte. La preuve était là. Mais la vérité ne l'a pas réconfortée. Elle l'a brisée. Ella s'est levée. Nous a regardés toutes les deux. Et a dit les mots les plus déchirants que j'ai jamais entendus. Je ne sais plus qui je suis. Puis elle s'est enfuie de la pièce. Je l'ai poursuivie. Elle était partie. Disparue dans la foule devant l'hôpital. Disparue comme si un morceau de mon âme avait été arraché et jeté dans le vent. J'ai crié son nom. Les gens ont regardé. Personne n'a répondu. Je suis retournée à l'hôpital et j'ai regardé Sarah. Elle pleurait aussi. Je n'ai jamais voulu la briser, dit-elle. Je voulais juste la retrouver. J'ai lentement hoché la tête. Mais j'avais une question. Une qui me hantait le plus. Si on vous a dit qu'elle était morte, qui était-il? Sarah a levé les yeux sombres avec quelque chose d'autre maintenant. Il travaillait au même hôpital où Clara siégeait autrefois au conseil. Clara n'a pas seulement élevé Ella, elle l'a achetée. Auprès d'un réseau d'adoption du marché noir dirigé par quelqu'un à l'hôpital. Mais que se passe-t-il quand la personne qui a vendu Ella se présente à la porte de Sarah avec une exigence? Rendez-nous la fille ou nous terminerons ce que nous avons commencé il y a 25 ans. Je pensais que les choses ne pouvaient pas être pires que de se réveiller seule. Mais rien ne fait plus mal que de regarder votre fille. Remettre en question toute votre existence. Ella n'est pas rentrée cette nuit-là. Elle n'a pas répondu à mes appels. Elle n'a même pas répondu à Sarah. La maison était à nouveau silencieuse. Ce même silence angoissant avec lequel j'avais vécu avant la naissance d'Ella. Je me suis assise sur le canapé avec la lumière allumée. Attendant. Espérant. Priant. Mais à 3 heures du matin, mes larmes s'étaient taries. Et mon cœur a commencé à souffrir différemment. Parce que parfois, un silence trop long signifie que quelqu'un a pris sa décision. Le matin est arrivé. J'ai vérifié mon téléphone. Toujours pas de message. J'ai appelé l'hôpital. Ils ont dit qu'elle avait quitté leurs soins volontairement. J'ai appelé Sarah. Elle n'avait pas non plus de nouvelles. Puis je l'ai vue. Un numéro inconnu avait envoyé un message à 1h37 du matin. Elle est avec moi maintenant. Ne cherchez pas. Elle veut la paix. Il n'y avait pas de nom attaché. Je l'ai regardée pendant des minutes, essayant de respirer. Mes mains ont recommencé à trembler. Pas à cause de la peur. Mais à cause d'une question terrifiante que je ne pensais jamais me poser. Et si Ella m'avait volontairement quitté, pour vivre avec la femme qui l'avait mise au monde? 3 jours ont passé. Pas d'appel. Pas de coup à la porte. Aucun signe. Puis le 4e jour, j'ai reçu une enveloppe. Simple, blanche, mais lourde. Pas d'adresse. Pas de nom. Juste mon nom, écrit de son écriture. À l'intérieur, il y avait 2 choses. Une lettre manuscrite. Un petit collier que je lui avais offert quand elle avait 18 ans. Un pendentif en forme de cœur avec pour toujours ma fille gravée à l'intérieur. Mon cœur a coulé. J'ai ouvert la lettre et lu. Maman. Je ne sais pas par où commencer. Tout semble lourd. La vérité, le silence, les souvenirs. Rencontrer Sarah ne m'a pas donné de clarté. Elle m'a donné de la confusion. Toute une vie de confusion. Mais une chose que je ne peux pas nier, c'est ceci. Je t'aime. Tu étais là quand je me suis écorché le genou. Tu étais là quand mon cœur s'est brisé la première fois. Tu étais celle qui me frottait le dos quand j'avais des crises d'asthme. Mais j'ai l'impression d'avoir vécu dans une maison construite sur des secrets. Et j'ai besoin de la démolir. Pour me reconstruire. Je ne m'enfuis pas. Je cherche qui je suis. S'il te plaît, ne me suis pas. Je reviendrai quand je pourrai te regarder dans les yeux. Sans question. Avec amour. Et là. J'ai serré le papier contre ma poitrine et j'ai crié dans mon oreiller.
Pas parce qu'elle est partie. Mais parce que je la comprenais. Et ça faisait plus mal que tout. Des semaines ont passé. J'ai arrêté d'ouvrir les rideaux. Arrêté de vérifier mon téléphone. Sarah a appelé une fois, mais je n'ai pas décroché. Que étais-je censé dire? Et, notre fille nous a quittés toutes les deux. Ravie de vous rencontrer. Puis un après-midi, en arrosant les plantes oubliées devant la maison, une voiture s'est arrêtée. Ce n'était pas Ella. C'était Clara. Oui. La femme qui a élevé Ella avant moi. Celle qui a essayé de m'empoisonner avec des somnifères. Elle est sortie de la voiture, l'air plus mince, plus âgée, mais toujours sans remords. J'ai entendu dire qu'elle était partie, dit-elle froidement. Je n'ai pas répondu. Elle a allumé une cigarette. A tiré une bouffée. Puis, sans ciller, elle a dit. Ne vous installez pas trop confortablement. Elle reviendra, mais pas pour vous. J'ai froncé les sourcils. Que voulez-vous dire? Clara a laissé tomber la cigarette, l'a écrasée avec sa chaussure, et s'est détournée. Mais juste avant de monter dans la voiture, elle a dit. Parce que le seul secret qu'aucune de nous ne lui a dit, est le seul qui la ramènera vers moi. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. De quoi parlait-elle? J'avais tout dit à Ella de ce que je savais. Ou du moins je le pensais. Puis je me suis souvenu de quelque chose. Une photographie. Vieille. Rangée dans le tiroir de mon défunt mari. À l'époque où Marcus et moi essayions encore de construire une vie. Je l'avais écartée il y a des années. J'ai couru à l'étage, ouvert le tiroir violemment, et fouillé dans les vieux dossiers et papiers. Puis je l'ai trouvée. Une photo de Marcus, debout à côté de Sarah. Mais c'est ce qui était écrit au dos qui m'a fait m'effondrer sur le sol. Pour l'avenir de notre fille. Quoi qu'il en coûte. Marcus et Sarah, 2000. Mon mari, et Sarah, avaient un passé. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis juste restée assise là sur le sol, fixant la vieille photographie, mes yeux embués de larmes. Marcus et Sarah. Ensemble. Souriant comme deux personnes qui ont autrefois partagé plus qu'un simple enfant. J'ai retourné la photo à nouveau. Pour l'avenir de notre fille. Quoi qu'il en coûte. Marcus et Sarah, 2000. L'année de naissance d'Ella. J'ai murmuré dans la pièce vide. Que as-tu fait, Marcus? Ce n'était plus seulement une adoption. Il ne s'agissait plus seulement de moi prenant un bébé abandonné. Il y avait un accord secret. Et mon défunt mari était au centre. Le lendemain matin, j'ai fait quelque chose que je ne pensais jamais faire à nouveau. J'ai appelé Sarah. Je ne l'ai pas saluée. Je ne lui ai pas demandé si elle allait bien. J'ai juste dit, dites-moi la vérité. Toute la vérité. Elle est restée silencieuse. Puis, lentement, elle a dit, alors vous avez trouvé la photo. J'ai serré le téléphone. Mon cœur battait fort. Vous et Marcus? Ai-je demandé. Elle a soupiré. Puis elle a dit trois mots qui m'ont presque écrasé. Marcus était le père. Je ne pouvais pas parler. Ella était la nôtre, a-t-elle poursuivi. Mais nous étions jeunes. Pas mariés. Sa famille ne voulait pas de la honte. Il était déjà fiancé à vous. J'ai fermé les yeux. La pièce a commencé à tourner. Vous avez abandonné votre enfant, pour qu'il puisse m'épouser. Non, dit-elle rapidement. Nous allions nous enfuir. Mais son père l'a découvert, l'a menacé de le déshériter. Il a paniqué. Des larmes coulaient sur mes joues. Pourquoi personne ne me l'a dit? Parce qu'ils ont choisi pour vous, a-t-elle murmuré. Marcus a convaincu sa famille de donner l'enfant à quelqu'un qui pourrait l'élever en sécurité. Vous. J'ai dû m'asseoir. Mes genoux ne pouvaient plus me porter. J'avais aimé Marcus de tout mon cœur. Je lui avais pardonné quand il avait échoué. Je l'avais tenu quand il pleurait. Je l'avais pleuré quand il était mort. Et maintenant je découvrais que le bébé que j'avais élevé, la fille que j'avais portée dans mon cœur, était la sienne. Mais pas la mienne. Pas biologiquement. Pas par le sang. Seulement par amour. Seulement par la douleur. Seulement par toutes les années où j'avais tout abandonné pour elle. La voix de Sarah m'a ramené. Elle ne sait pas. Pas tout. Que lui avez-vous dit? Ai-je demandé. Que vous l'avez adopté. Que je lui ai donné naissance. Mais je ne lui ai pas dit qui était le père. J'attendais. Quoi? Ai-je répliqué. Qu'elle me déteste d'abord. Elle a fait une pause. Puis a dit,
Je voulais qu'elle vienne à moi par choix, pas par culpabilité. Après avoir raccroché, j'ai regardé l'ancienne chambre d'Ella. J'y suis entrée. L'air sentait encore son parfum doux et les journaux remplis de gribouillis et de poésie. Je me suis assise sur son lit. Et pour la première fois depuis des jours, je lui ai écrit un message. Ella, tu n'es peut-être pas prête à rentrer à la maison. Mais je suis prête à te raconter l'histoire que personne ne t'a jamais racontée. Et je t'attendrai chaque jour, à la même table où tu prenais ton petit déjeuner. Avec ton thé préféré. Même si tu ne reviens jamais, j'attendrai toujours. Je ne l'ai pas envoyé. Je l'ai juste enregistré dans les brouillons. Parce que parfois, le cœur a besoin de dire des choses, même si le monde ne les entend jamais. Ce soir-là, juste au moment où j'allais fermer la porte d'entrée pour la nuit, j'ai entendu des pas. Rapides. Familiers. Puis un coup. J'ai ouvert la porte. C'était Ella. Elle avait l'air fatiguée. Pâle. Mais ses yeux étaient remplis de quelque chose que je n'avais pas vu depuis des semaines. La paix. J'ai lu ton brouillon, a-t-elle murmuré. Tu ne l'as pas envoyé, mais je l'ai trouvé dans ton téléphone. Des larmes coulaient sur nos deux visages. Elle a fait un pas en avant. M'a serré fort. Puis elle m'a murmuré à l'oreille. Je veux la vérité maintenant. Peu importe combien ça fait mal. Ella était assise en face de moi à la table, silencieuse. Je lui ai versé du thé. Le même que je préparais quand elle pleurait pour des examens, pour des chagrins d'amour, pour les douleurs de la croissance. Elle a regardé dans la tasse, puis m'a regardé. Je veux tout savoir, a-t-elle murmuré. Pas de mensonges. Pas de cachotterie. Juste, la vérité. J'ai pris une profonde respiration. Ma voix tremblait. Tu n'as pas été adoptée comme je te l'ai dit. Elle a cligné des yeux. J'ai continué. Marcus, ton père. Il était déjà fiancé à moi quand il a mis une autre femme enceinte. Une femme nommée Sarah. Le visage d'Ella est devenu pâle. J'ai lentement hoché la tête, combattant la brûlure dans ma gorge. Tu étais leur enfant. Ses lèvres se sont légèrement entr'ouvertes, mais aucun mot n'est sorti. Ils ne pouvaient pas t'élever, ai-je murmuré. Ils étaient jeunes. Sa famille désapprouvait. Alors ils t'ont donné à moi, pour t'élever comme la mienne. Et je l'ai fait. Je t'ai aimé plus que tout au monde. Ella avait l'air que son âme avait quitté son corps. Puis, tranquillement, elle a demandé, « Tu le savais toutes ces années ?» Non, ai-je dit, les larmes coulant librement maintenant. Je l'ai découvert seulement après la mort de Marcus. J'ai ouvert une lettre qu'il avait laissée, mais j'étais trop brisée pour y faire face. Alors je l'ai enterrée profondément, espérant que le passé resterait mort. Ella m'a regardé, la mâchoire serrée. Et Sarah? Pourquoi n'est-elle jamais venue me chercher? Elle l'a fait, ai-je répondu. Discrètement. Elle a visité l'école, déposé des cadeaux anonymement, observé de loin. J'ai l'impression de ne plus savoir qui je suis, a-t-elle dit doucement. Tu es à moi, ai-je dit, ma main tremblante alors que je tendais la main vers la sienne. Pas par le sang, mais par chaque nuit sans sommeil. Chaque genou écorché que j'ai embrassé. Chaque gâteau d'anniversaire que j'ai fait de zéro même quand nous ne pouvions pas nous permettre la farine. Elle m'a regardé, les lèvres tremblantes. Puis son téléphone a vibré. Un message. Elle l'a regardé. Son visage a changé. Qu'est-ce que c'est? Ai-je demandé. Elle n'a pas parlé. Elle s'est juste levée et est sortie de la pièce. Je l'ai suivie, le cœur battant. Elle est sortie. Directement à la porte. Une voiture noire venait de se garer. Un homme en est sorti. C'était Georges. Son petit ami. Mais, quelque chose n'allait pas. Il n'était pas seul. Il y avait Sarah, la femme que je n'avais pas vue depuis près de 2 décennies. Et à côté d'elle, un homme. Grand. Calme. Familier. Mon cœur a chuté. Je me suis approchée, fixant le visage de l'homme. Ce n'était pas possible. J'ai murmuré, « Marcus ?» Ella s'est tournée vers moi. « Maman, que se passe-t-il » Je ne pouvais pas respirer. L'homme s'est avancé. Il a retiré ses lunettes. Et a dit, « Je ne suis jamais mort, Marie. Ils ont simulé ma mort. » Le monde a tourné autour de moi. Mes genoux ont cédé. Ella a crié, me tenant avant que je ne touche le sol. J'ai levé les yeux vers lui, vers Marcus. L'homme que j'ai enterré. L'homme que j'ai pleuré. Debout.
Respirant. Un fantôme portant une peau. Pourquoi? Ai-je croassé. Il s'est avancé, les yeux pleins de culpabilité. Il y a tant de choses que tu ne sais pas, Marie. Je n'étais pas censée survivre à cet accident. Mais je l'ai fait. Et on m'a dit, de rester disparu. Je ne pouvais pas bouger. Marcus, l'homme que j'ai enterré, se tenait devant moi, respirant. Vivant. L'homme pour qui j'ai pleuré. Pour qui j'ai fait le deuil. Pour qui j'ai allumé des bougies à chaque anniversaire de sa prétendue mort. Il se tenait devant moi comme s'il n'était jamais parti. Je tremblais. Ma voix sortait à peine. Qui ai-je enterré? Il a baissé les yeux, son visage inondé de honte. Puis a dit, un homme dans ma voiture. Une erreur. Il n'était pas censé être là. Quoi? Ai-je haleté. C'était censé être moi dans la voiture cette nuit-là, a dit Marcus. Mais j'ai reçu un appel, quelqu'un m'a dit de faire demi-tour. Que c'était trop dangereux de continuer à chercher la vérité. Quelle vérité? Ai-je rétorqué, les yeux brûlants de larmes. Il a fait une pause. Puis a regardé Ella. Ta fille n'a jamais été légalement adoptée. Je me suis glacée. Que dis-tu, Marcus? Il m'a regardé droit dans les yeux. Tu n'étais jamais censé la garder. Mon père a tout arrangé dans ton dos. Sarah et moi ne connaissions même pas le plan complet. Mon cœur s'est arrêté. Il s'est approché. Sarah a eu des complications après l'accouchement. L'hôpital a prétendu qu'elle était morte pendant quelques minutes sur la table. C'était un mensonge. Ils ont pris le bébé pendant qu'elle était inconsciente. Non, ai-je murmuré. On t'a remis Ella par un document falsifié. Tu pensais que c'était propre. Mais ce ne l'était pas. Mon père n'a jamais fait confiance à Sarah. Il croyait qu'elle détruirait le nom de la famille. Mes mains tremblaient. Alors, j'ai élevé Ella sur une maternité volée. Il a hoché la tête, la voix se brisant. C'est pourquoi ils ont essayé de me tuer. Quand j'ai commencé à fouiller dans les papiers. Cet accident de voiture n'était pas un accident. Ella est restée figée. Des larmes coulaient silencieusement sur ses joues. Elle a regardé Marcus. Tu savais que j'étais ta fille, et tu es resté loin toutes ces années. Il s'est effondré. Je t'ai regardé grandir de loin, ma petite fille, dit-il, sanglotant. J'ai envoyé des cadeaux anonymes. J'étais à ta pièce de théâtre à l'école. J'ai vu ta remise de diplôme. Chaque fois, à distance. Pourquoi n'es-tu pas rentrée à la maison? A-t-elle pleuré. Ils ont menacé ta vie. Si je montrais mon visage, a dit Marcus. Les personnes derrière tout ça étaient dangereuses, riches, puissantes. J'ai attendu qu'elle meure, avant de revenir. Je me suis effondrée sur le banc près de la porte. Mon monde se désagrégeait. Qui a falsifié l'adoption? Ai-je demandé. Il m'a regardé. Et sa réponse m'a tordu l'estomac. Ta sœur aînée. Clara. Tout s'est arrêté. Clara? Ma propre sœur? Celle qui m'a aidée à élever Ella? Elle a été payée, a murmuré Marcus. Par mon père. Elle a signé les faux documents. Elle a tout géré. Ma bouche s'est ouverte. Elle était toujours là quand Ella tombait malade. Elle était toujours protectrice envers elle. Elle l'aimait, a dit Marcus. Mais pour la mauvaise raison. Elle craignait que la vérité ne sorte. Alors elle aimait par culpabilité. Ella s'est tournée vers moi. Que se passe-t-il maintenant, maman? Je l'ai regardée. Je ne t'ai peut-être pas portée dans mon ventre, Ella, mais je t'ai portée dans chaque partie de mon âme. Elle s'est effondrée dans mes bras, sanglotant. Nous nous sommes tenus serrés. Mais au fond de moi, quelque chose s'est brisé. Une fissure que je n'étais pas sûre de pouvoir jamais guérir. Parce que si Clara était derrière tout ça, alors la plus grande trahison n'est pas venue d'un étranger. Elle est venue du sang. Cette nuit-là, alors que la maison redevenait silencieuse, je me suis assise seule près de la fenêtre, réfléchissant. Puis mon téléphone a vibré. Un nouveau message. D'un numéro inconnu. Maintenant que Marcus est de retour, êtes-vous prête à affronter le reste de la vérité? Ou devrais-je venir le dire à Ella moi-même? Je me suis figée. L'expéditeur? Clara. J'ai à peine dormi cette nuit-là. Je suis restée assise près de la fenêtre comme je le faisais quand Ella était bébé, quand elle se réveillait à minuit en pleurant et que je la berçais pour qu'elle se rendorme, chantant de vieilles berceuses d'une vie qui semblait maintenant un rêve.
Mais ce n'étaient pas les pleurs d'un bébé que j'attendais. C'était le coup de Clara. La femme qui me tressait les cheveux autrefois. Celle qui dormait dans le même lit que moi quand nos parents sont morts. Ma sœur aînée. Celle qui m'a tenu la main à travers le chagrin, à travers le veuvage, à travers la pauvreté. Mais maintenant, ses mains étaient tachées de trahison. Et je ne savais pas comment lui faire face. À 6h13 du matin, la porte a grincé. Je me suis brusquement retournée. Elle était là, Clara, vêtue d'une robe bleu calme comme si elle venait pour la prière du matin. Pas une seule ride sur son visage ne montrait de remords. Elle est entrée lentement, serrant une petite enveloppe brune. Je me suis levée, tremblante. Elle s'est arrêtée à 3 pas de moi et a souri. « Tu bois toujours le même thé Lipton ?» a-t-elle demandé. Je n'ai rien dit. Mon silence était plus fort que n'importe quelle gifle. Elle a soupiré et s'est assise sans invitation. Puis a déposé l'enveloppe sur la table. Je l'ai regardée comme si elle faisait tic-tac. « Qu'y a-t-il dedans ?» ai-je demandé, ma voix ferme. Elle l'a tapotée doucement. La dernière lettre que Marcus a écrite avant qu'il n'essaie de le tuer. J'ai avalé difficilement. Tu l'avais toutes ces années. Elle a hoché la tête. Pourquoi ne me l'as-tu pas donnée? Ses yeux ont rencontré les miens. Froid. Sec. Sans remords. Parce que si tu avais vu ce qu'il y avait à l'intérieur, tu ne m'aurais jamais pardonné. J'ai pris lentement l'enveloppe. Je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvait une note manuscrite. L'écriture de Marcus. Elle disait: « Marie, si tu lis ceci, je suis probablement déjà partie. Mais tu mérites de connaître la vérité. Ella n'est pas seulement la fille de Sarah. Elle est aussi la tienne. » Les mots m'ont frappé comme un fouet. Mes yeux se sont brouillés. Mon souffle s'est coupé. Clara a bu son thé. J'ai continué à lire. Tu étais dans le coma pendant des semaines après cette opération. Ils ont sorti le bébé plus tôt. Les médecins ont dit que tu ne pourrais pas supporter la douleur de savoir qu'elle était vivante et abandonnée. Alors ils t'ont dit qu'elle était morte. Clara, ta sœur, a signé les formulaires de sortie. Elle a donné Ella à Sarah pour l'élever. Mais quand Sarah n'a pas pu faire face, Clara l'a ramenée. T'as dit que le bébé avait été adopté d'une autre famille. J'ai laissé tomber la lettre. Mes genoux ont cédé. Ella, était la mienne? Ma fille. Toutes ces années, je pensais élever l'enfant d'une autre femme, la protégeant comme la mienne. Mais elle était la mienne depuis le début? J'ai regardé Clara, étouffant mon souffle. Tu m'as laissé pleurer mon bébé pendant que tu la tenais devant moi chaque jour sans rien dire. Elle a détourné le regard. Tu étais trop fragile. Les médecins ont dit que le traumatisme pourrait te tuer. Alors tu as joué à Dieu? Ai-je crié. Tu m'as fait vivre un mensonge pendant 25 ans. Elle s'est levée. Sa voix s'est abaissée comme une ombre rampant à travers la pièce. Je l'ai élevée aussi. Je l'ai nourrie, baignée, suis restée éveillée toute la nuit quand elle avait le paludisme. J'ai fait ce que je devais faire pour vous deux. Mais tu as menti, ai-je murmuré. Tu as volé quelque chose que je ne récupérerai jamais. À ce moment-là, Ella est entrée. Elle avait tout entendu. Ses yeux ont fait des allers-retours entre moi et Clara, puis vers la lettre dans ma main tremblante. « Maman ?» a-t-elle demandé doucement. Je me suis tournée vers elle, pleurant. Je pensais t'avoir adopté, ai-je murmuré. Mais, tu es mon enfant. Ma propre chair. Elle s'est figée. Des larmes coulaient sur son visage. Et elle a murmuré en retour. Je le savais déjà. J'ai cligné des yeux. Quoi? Elle a lentement hoché la tête, pleurant plus fort maintenant. Oncle Georges me l'a dit hier. Il a dit que je devais l'entendre de toi. Mais je ne pouvais pas attendre. J'ai fouillé tes tiroirs la nuit dernière et j'ai trouvé certaines des vieilles cartes d'hôpital avec ton nom. Je ne pouvais pas parler. Elle a couru vers moi et m'a entourée de ses bras. Tu as toujours été ma mère, a-t-elle pleuré. Maintenant je comprends juste pourquoi notre lien était si profond. Maintenant je sais pourquoi je n'ai jamais pu te détester, même quand j'ai essayé. Nous nous sommes tenues l'une l'autre, tremblantes. Deux âmes brisées comprenant enfin leur douleur. Mais Clara est restée immobile. Regardant. Puis, d'une voix plus froide qu'avant, elle a dit: « Si vous pensez que c'est la fin des secrets, vous vous trompez. Il y a autre chose. Quelque chose de pire. Et si vous ne restez pas silencieuse sur tout cela, je m'assurerai que cela détruise tout ce qu'il vous reste. »
Les mots de Clara ont résonné dans la pièce comme le tonnerre après le silence. Si vous pensez que c'est la fin des secrets, vous vous trompez. Il y a autre chose. Quelque chose de pire. Et si vous ne restez pas silencieuse sur tout cela, je m'assurerai que cela détruise tout ce qu'il vous reste. Pour la première fois de ma vie, j'ai regardé ma sœur et je n'ai pas vu de famille. J'ai vu quelqu'un qui se noyait dans la culpabilité, et qui essayait d'entraîner les autres avec elle. Mais j'en avais fini de couler. J'avais déjà assez perdu des années, des souvenirs, la vérité, la paix. Je ne perdais rien d'autre. J'ai doucement avancé, tenant toujours la main d'Ella. Ma voix n'a pas tremblé cette fois. Tu ne peux pas faire du chantage à la guérison, Clara. Quelle que soit la vérité qui reste, tu peux la garder. Je choisis la paix plutôt que la douleur maintenant. Elle a tressailli. Ella se tenait à côté de moi, plus forte que je ne l'avais jamais vue. Je me fiche de comment je suis arrivée ici, a-t-elle dit à Clara, sa voix douce mais claire. Cette femme est ma mère. Tu m'as abandonnée, et elle m'a tout donné. Clara n'a pas répondu. Elle est sortie tranquillement par la porte. C'était la dernière fois que nous l'avons vue. Pas d'adieu. Juste le silence. Et pour une fois, cela semblait juste. 2 semaines plus tard, je me tenais dans mon jardin, entourée de fleurs qu'Ella avait plantées pendant son enfance. La lumière du soleil coulait doucement sur notre peau alors que nous peignions ensemble la clôture du jardin. Elle portait un de mes vieux chapeaux et n'arrêtait pas de salir la peinture blanche. Nous avons ri comme des femmes qui venaient de se réveiller d'un long rêve épuisant. Plus de mensonges. Plus de peur. Juste nous. Mère et fille. Entière. Un soir, Ella est rentrée tôt du travail. Elle tenait une petite boîte blanche. « Maman, assieds-toi, dit-elle avec un sourire timide. Je me suis assise. Elle m'a tendu la boîte. À l'intérieur se trouvait un délicat bracelet en or, avec un mot gravé dessus. Trouvé. Je l'ai touché, tremblante. Elle a souri, les yeux embués. Je ne veux plus être connue comme la fille qui était perdue, a-t-elle murmuré. Tu m'as trouvé. Et je t'ai trouvé. J'ai craqué à nouveau. Mais cette fois, les larmes se sentaient différentes. Elles ne brûlaient pas, elles guérissaient. Cette nuit-là, nous avons cuisiné ensemble. Elle a dansé pieds nus dans la cuisine comme une petite fille à nouveau. Et pour la première fois en 26 ans, ma maison s'est sentie comme un foyer. Le lendemain matin, nous avons visité la tombe de mon défunt mari, Marcus. Ella a déposé des lys frais. Je me suis agenouillée près de la tombe et j'ai murmuré. Merci de ne pas l'avoir laissée aller trop loin. Elle est revenue vers moi. Et je ne la laisserai plus jamais partir. Alors que nous retournions à la voiture, Ella a dit, « Maman, sais-tu ce que je veux le plus maintenant ?» J'ai souri. « Dis-moi. » Elle a regardé le ciel, puis moi. Vivre chaque jour vers l'avant, pas vers l'arrière. Avec toi. Sans secret. Et c'est ce que nous avons fait. À partir de ce jour, nous avons guéri. Ensemble. Fin.